Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur live de Captain No Code, organisé par l'Association des utilisateurs francophones de FileMaker. Et puis aujourd'hui, on va parler bien sûr des outils de FileMaker, de son actualité. Et puis je reçois aujourd'hui deux invités. Vincent, qui est développeur FileMaker depuis longue date, et puis son client Didier, qui une activité un peu particulière d'agence réceptive pour accueillir des touristes étrangers. Mais le mieux, c'est que l'un comme l'autre, vous vous présentiez. On commence peut-être par Vincent, du coup. Eh bien d'accord, salut Marc, merci pour cette invitation. Donc voilà, je suis Vincent, je suis développeur FileMaker depuis 1994 et j'ai eu une première entreprise en 2000, après j'ai intégré la source en 2007 et j'ai recréé une autre entreprise en 2017, toujours en FileMaker. Actuellement, on est 3 employés et puis voilà, donc j'ai la chance d'avoir des clients sympathiques et, et voilà, donc voilà, spécialisé dans FileMaker et on fait des add-ons pour FileMaker. Souvent, ce sont des librairies libres de droit en JavaScript que l'on intègre et on en fait des petits add-ons clés en main pour les utilisateurs. Pour proposer à la communauté, et ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Moi, il y en a quelques-uns qui sont gratuits, d'autres qui demandent beaucoup de travail. Alors du coup, ils valent un petit peu d'argent, mais finalement, avec le temps gagné grâce à ces petits outils, je pense que oui. Je crois qu'un des plus chers qu'on ait dans les courants, je parle pas de FM Planner, mais ça doit être Full Portal pour remplacer les tables externes avec quelque chose qui permet de redimensionner, de bouger les colonnes, de trier toutes les colonnes, de bouger les lignes et tout ça. Je crois qu'il doit être 70 balles. Et normalement, on devrait en ressortir une nouvelle version prochainement. Mais on a pas mal de boulot, donc on n'arrive pas à avancer un petit peu comme on veut sur le sujet. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. Oui. Du coup, on en profite peut-être pour que Didier, tu puisses te présenter un petit peu et que te présenter surtout l'agence que tu diriges et que tu organises. C'est quoi ParisTrip? Moi, je suis Didier, je suis le directeur de la société ParisTrip, où on est spécialisé dans les excursions en minibus, et plus particulièrement sur une clientèle uniquement et principalement d'étrangers qui séjournent à Paris. La société a maintenant 25 ans et ça fait une quinzaine d'années que je collabore avec Vincent, déjà du temps de l'Estérius et aujourd'hui au sein de sa société où je suis obligé de faire régulièrement des améliorations de notre base de données qui gère l'ensemble des réservations qu'on peut avoir par nos clients. D'accord. Auparavant, on travaillait principalement et quasiment uniquement qu'à la gomme et au crayon. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc, depuis une quinzaine d'années, maintenant, on est passé à l'outil FileMaker que moi je connaissais et que je pratiquais un petit peu. Et encore aujourd'hui, on est en train d'améliorer suite à des réglementations un petit peu spécifiques à nos métiers. Je suis en constante évolution sur mon application. Oui, c'est vrai que ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission, enfin dans la troisième partie où je vous retrouverai pour qu'on discute un petit peu justement
différents chantiers, mais c'est vrai que FileMaker, c'est un vrai couteau suisse qui s'adapte de manière sur mesure à l'organisation de l'entreprise et deux, aux contraintes légales qui sont de plus en plus complexes. On nous en rajoute toujours autant. Et c'est vrai que FileMaker permet de répondre au trait pour trait sur pas mal de besoins, etc. Ok. Oui, tout à fait. Bien. Voilà, je pense que voilà pour mes invités. Pour l'instant, on a vu qu'il y avait un petit peu de monde. On a 12 personnes qui sont actuellement en train de nous regarder. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les replays là-dessus. Donc, je continue du coup le déroulé de l'émission. Et puis, je vous retrouve dans à peu près 25 minutes et on va pouvoir parler de tout ça notamment. Merci beaucoup. Hop. Et voilà. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui un petit peu voilà, Paris Trip, c'était pour montrer, j'avais préparé une petite des exemples où ils emmènent un peu tout le monde. Allez, je rappelle pour nos auditeurs qui sont là aujourd'hui, c'est quoi FileMaker, à quoi ça sert, c'est quoi un peu la mécanique. Globalement, FileMaker, c'est un écosystème avec 3 produits. Le produit le plus connu, le plus ancien, c'est FileMaker. Globalement, c'est un outil de base de données dans lequel on mélange à la fois la base de données et l'interface, sans apprendre des requêtes SQL, etc. Tous ces langages qui étaient barbares à l'époque. Et souvent, moi, par rapport au monde du no-code, je trouve que c'est un Airtable sous stéroïde, parce que il peut tenir la charge. J'ai fait des développements dans la précédente boîte où on avait 25 millions d'enregistrements dans une base FileMaker et ça tenait la route et ça fonctionnait plutôt pas mal. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec Airtable? J'en suis pas sûr. Bon. Donc là-dessus, FileMaker, c'est la partie base de données. Claris Connect, c'est un outil qui ressemble à Make ou Zapier. C'est un outil pour créer des connexions avec les différents outils via des API automatisés. Et puis Claris Studio, qu'on aura l'occasion de présenter un peu plus en détail aujourd'hui. Voilà un peu pour le rappel, un petit peu de ce qu'il en est. Bon, du coup, on va en profiter pour parler un petit peu de l'actualité FileMaker. Le mois dernier, j'avais annoncé effectivement la nouvelle sortie de FileMaker et notamment, pour moi, un élément qui est un élément différenciant dans tous les outils qui existent aujourd'hui sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Pardon. Beaucoup des clients ont quelque part pas mal de craintes autour de l'intelligence artificielle et se posent des questions de où vont mes données, d'accord ? Par rapport à beaucoup d'autres acteurs, FileMaker a eu cette intelligence de pouvoir intégrer les recherches sémantiques directement dans la base de données FileMaker et finalement de pouvoir directement aller interroger, de vectoriser les contenus de sa base aussi bien des images que du texte pour pouvoir ensuite créer un prompt, poser une question directement dans FileMaker à sa base de données et d'aller rechercher les enregistrements les plus pertinents. Et du coup, depuis le mois dernier, FileMaker a fait pas mal de publications, notamment sur bien démarrer avec l'IA et l'intégrer avec FileMaker. Donc c'est une conférence, hélas en anglais, mais très intéressante de montrer comment on peut
mettre en place concrètement dans un développement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les bases FileMaker. Et ce qui est vraiment très différenciant des autres, c'est de pouvoir personnaliser un LLM, un chat GPT-like, hein, c'est-à-dire pour ceux qui sont pas habitués à ce que c'est qu'un large language model, c'est tout simplement l'outil qui permet de comprendre les choses et de pouvoir vectoriser les informations. Et donc, FileMaker a partagé deux vidéos, une pour une présentation d'1h30 sur comment je peux mettre en place l'intelligence artificielle dans une base FileMaker en production, et l'autre présentation sur comment installer les informations de manière locale. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité avec FileMaker aujourd'hui de ne pas sortir des informations. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un cabinet d'avocats, j'ai des contraintes légales très fortes, eh bien, je peux rester dans un environnement qui va être totalement contrôlé et totalement sécurisé. Donc, je vous invite à regarder les événements autour de ça. Voilà. Deuxième actualité sur laquelle je voulais vous sensibiliser, l'association réorganise les rendez-vous FM 2025 cette année, qui aura lieu à Reims du 15 au 17 mai prochain. Donc, quelques petites nouvelles en exclusivité autour de ça. Pour la première fois, on va organiser une journée de formation le jeudi 15 mai et suivra vendredi et samedi 2 journées de conférences au salon d'Egerman à Reims. Je vous ai mis l'adresse directement dedans, ce qui vous permet de pouvoir, pour ceux qui veulent venir, réserver un hôtel proche du lieu de la conférence. Donc, conservez bien cette adresse. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est pour moi intéressant et important là-dessus. Comme l'année dernière, on aura un tarif de pionnier pour les premières personnes qui vont s'inscrire, et on travaille d'arrache-pied avec les différentes équipes d'organisation, et très prochainement, vous devriez recevoir sur LinkedIn ou partager dans le Slack de No Code France notamment quelques informations autour de l'organisation de cet événement et pour réserver vos places directement. En tout cas, gardez save the date du 15 au 17 mai, FileMaker sera à Reims. Bon. Aujourd'hui, du coup, on va en profiter pour notre petite démo, voir un petit nouveau dans l'univers de FileMaker qui s'appelle Clarisse Studio. D'accord ? Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment utiliser Clarisse Studio, et peut-être que certains, par rapport à des outils comme Tally ou Filout que l'on aime bien dans l'univers du no-code, vont nous dire « Ah oui, bon, c'est tout ce que ça fait », mais je dirais que c'est un produit qui est relativement jeune et qui est un produit plutôt en devenir là-dessus. Et la logique de Clarisse Studio, c'était pour FileMaker, enfin en tout cas pour Clarisse, la maison mère de FileMaker, un moyen de pouvoir offrir aux utilisateurs un moyen de déployer l'information de FileMaker à un grand nombre d'utilisateurs. Pourquoi ? Parce que la logique de FileMaker depuis sa création, c'est de vendre des licences. Donc leur modèle économique est autour des licences. Mais quid quand on veut mettre en place un portail client, un portail d'analyse, etc. Alors, rapidement, je vous présente un peu le fonctionnement de Clarisse Studio. La logique de Clarisse Studio, c'est qu'on va déjà avoir ce qu'on appelle un hub. Un hub, c'est tout simplement des informations que l'on va regrouper
à l'intérieur d'applications. Ça peut être lié à des clients, ça peut être aussi lié à des départements au sein de l'entreprise. Globalement, pour faire simple, un hub, c'est de l'endroit où je stocke de la donnée et aussi des interfaces pour pouvoir y accéder. Deuxième élément, à l'intérieur de mon Clarisse Studio, je vais pouvoir créer des formulaires, ce qu'on pourrait appeler des vues, qui me permettent de pouvoir organiser l'information, pouvoir faire des recherches, de pouvoir sélectionner des étudiants et ensuite de pouvoir afficher sur le côté un détail d'information, un petit peu comme on le ferait dans un portail client classique. Et puis, ensuite, j'ai la possibilité de pouvoir modifier mes informations pour pouvoir créer un formulaire, créer un mode liste, créer aussi des graphiques, etc. Il se dit que l'objectif de FileMaker, c'est notamment de pouvoir faciliter la liaison entre la base de données historique et tous les développements qu'on fait via FileMaker, et puis de l'autre côté, la mise en place d'une vraie solution avec FileMaker directement. Et donc voilà, après, voilà un exemple tout bête. Ici, j'ai un espèce d'affichage en mode Kanban, en mode Trello pour ceux qui ne connaissent pas, où j'ai des nomenclatures et puis je vais pouvoir mettre des cartes d'utilisateurs pour pouvoir les placer au bon endroit, etc. Bon. Et une fois que j'ai collecté mes informations et organisé mes informations, eh bien, j'ai la possibilité de pouvoir synchroniser les informations de ma base FileMaker, enfin de mon Clarisse Studio, directement dans ma base FileMaker et vice-versa. D'ailleurs, la dernière version qui date de la fin octobre, la nouveauté de la version qui est sortie fin octobre, c'est justement la possibilité maintenant de synchroniser de manière native, dans les deux sens, les éléments. Voilà. Allez, mais plus qu'un long discours, on va maintenant essayer de vous montrer très rapidement comment je peux construire mes éléments avec FileMaker. Hop, je partage l'écran et je vais partager un petit Clarisse Studio et on va faire une petite démonstration en live des différentes utilisations de Clarisse Studio. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée pour le moment? Non? Alors, je poursuis là-dessus. Alors, quand j'arrive effectivement dans Clarisse Studio, j'ai la possibilité ici d'avoir, on le voit, des différents éléments que l'on peut visualiser, des hubs, c'est-à-dire le fait d'organiser les informations. On va en profiter pour créer un nouveau hub. Et là, on va faire un hub pour Captain No Code qui veut maintenant avoir, par exemple, l'avis de ses auditeurs et de pouvoir partager un certain nombre d'informations. Bon. Vous voyez que donc mon hub Captain No Code, pour l'instant, je ne l'ai pas partagé à des utilisateurs. Et par contre, ici, j'ai la possibilité, ici, vous voyez, de pouvoir créer un petit plus. Donc, soit une feuille de calcul, soit un formulaire, soit une vue détaillée, un Kanban, une liste de résultats, l'affichage en mode chronologique ou un affichage en mode calendrier. OK ? Alors, il y a différentes façons de voir un petit peu l'outil de Clarisse Studio. Moi, j'ai tendance à le considérer un peu comme un outil qui va nous permettre de gagner du temps et donc de pouvoir être tout de suite opérationnel. Et donc, plutôt que de créer ma feuille de calcul, ma feuille de stockage de mes données,
comme on peut le voir ici, je vais plutôt choisir, pour commencer, de créer un formulaire dans lequel je vais réfléchir aux différentes informations que je veux voir apparaître et d'essayer de comprendre un petit peu mieux les différentes étapes là-dessus. Bon, je vais passer au mode suivant. Il me donne voilà, quel est le formulaire. Et là, je vais faire un formulaire autour de votre avis sur l'émission. Ok. J'ai la possibilité ici d'aller choisir des données déjà existantes. Ok. Mais pour l'instant, je vais créer une nouvelle vue directement. Donc, je vais stocker mes informations. Si j'avais une base de données FileMaker que j'avais synchronisée, j'aurais pu retrouver ici les hubs qui me permettent de récupérer directement l'information de FileMaker pour qu'elle se synchronise. Voilà. Je fais créer, et puis la première chose, c'est que par défaut, il me propose de me mettre une page de démarrage, et puis une fois que j'ai fini mon questionnaire, de mettre un petit message de satisfaction, d'explication là-dessus. Allez, je clique directement pour modifier ma page, et ici, quand je fais modifier ma page, j'ai la possibilité de pouvoir choisir des paramètres de page. Par exemple, je peux changer la couleur, je peux mettre quelque chose d'un peu plus neutre. J'ai la possibilité aussi de pouvoir, pourquoi pas, mettre un petit message de bienvenue. Merci de répondre au questionnaire. Et puis, ce que j'aime bien, c'est, pourquoi pas, dans cette en-tête, de pouvoir mettre un petit logo de l'AUFMF. Voilà, hop, le petit logo, pour tout simplement personnaliser les éléments. Hop. Voilà. Il mettait un peu de temps, voilà, donc ça y est, il apparaît. J'ai mon petit logo. Bienvenue sur le questionnaire d'évaluation de l'émission Captain No Code. Voilà. L'avantage, c'est que du coup, mon en-tête, voilà. Ensuite, j'ai des petits plus, et puis je peux avoir différents types de ce que je veux. Je peux par exemple mettre un bloc de texte, d'accord, avec bonjour. Nous avons fait nous avons fait 4 émissions. Il est temps d'avoir votre avis. Bon. Et puis après, je vais pouvoir me poser différentes questions. Par exemple, ici, je vais mettre un court texte. Prénom. OK. Et puis ici, dans l'espace réservé, saisir votre prénom. OK. Je vais dire ça, c'est obligatoire. Et vous voyez que j'ai une petite astérix qui vient d'apparaître. J'ai la possibilité ici de dire, tiens, je vais mettre une deuxième colonne pour mettre le nom de famille. OK. Et là, je vais mettre saisir votre nom de famille. Je vais dire que ça, c'est pas requis. Je continue en dessous. J'ai la possibilité, vous voyez, je peux la dupliquer ou je peux cliquer sur plus. Et là, par exemple, je vais mettre l'email de la personne. Et là, vous voyez que c'est une rubrique email qui m'est proposée.
saisir votre adresse email. Et l'avantage, c'est que cette adresse email, eh bien, si elle est mal composée, eh bien, il va nous mettre de manière automatique un certain nombre de warnings en disant attention, voilà ce qui se passe, c'est pas correct. Ok. Et puis ensuite, je vais pouvoir, par exemple, me dire, je vais pouvoir poser ma première question. Donc, je vais mettre un séparateur. D'accord, hop. Hop, ajout d'un objet. Voilà, je vais pouvoir rajouter une ligne de séparation. Je vais pouvoir choisir, mettre une couleur. Voilà, donc j'ai une petite séparation grise qui se met pour finalement créer des zones à l'intérieur même de mon questionnaire. Et puis, on va mettre un texte qu'on va mettre voilà, hop, un bloc de texte. Et dans le bloc de texte, là, on va mettre un H1, un en-tête, en gras, et dire votre perception de l'émission. OK. Hop, et puis toujours le même principe, je clique sur le plus, et puis là, je vais mettre, vous voyez, j'ai différents éléments, et notamment un truc qui est intéressant, c'est l'évaluation. Je vais mettre donc une question d'évaluation, où je vais pouvoir mettre 3 étoiles, enfin 5 étoiles là-dessus, et puis je vais poser la question. Comment percevez-vous la qualité de l'émission? OK. Là, je suis content. Ici, vous voyez, je peux rapidement la dupliquer, cette question. Et puis, comment percevez-vous l'animateur de l'émission? OK. Et puis, je vais mettre une autre question. Et par exemple, je vais mettre une question à classement, parce que ça, c'est une question qui est assez pratique. Et puis, par exemple, classer par ordre d'importance les thèmes que vous aimeriez voir dans l'émission. OK. Et puis là, j'ai des options qui sont possibles. OK. Donc, ici, je vais effectivement avoir différentes options que je vais, hop, hein, que je vais effectivement ici pouvoir renommer. Pourquoi je ne peux pas les renommer? Classé par ordre d'importance. Alors, tac. Donc ça c'est bien. Pourquoi je ne dis pas les... Normalement, je dois pouvoir cliquer là-dessus. Non. Alors, je vais les supprimer. Voilà, nouvelle option. Choix numéro 1, mettre plus de démonstration. Avoir les supports de présentation. Faire plus de live et de présentation en public. Faire des ateliers
questions-réponses sur comment mettre en place FileMaker. Hop, voilà. Bon, etc., etc. L'idée, c'est quoi? C'est que vous voyez que je me fais un formulaire. Ici, j'ai la possibilité de pouvoir visualiser les réponses. Alors, comme l'outil se veut très facile, etc., on voit ici qu'on a les rubriques. Et là, du coup, on a prénom, nom, email, ça va. Mais les questions, on peut renommer, par exemple, qualité, ou par exemple, je vais mettre éval, qualité, émission. Et puis, l'autre, je vais faire éval, qualité, animateur. OK. Comme ça sera plus facile à intégrer. Et puis là, hop, je vais mettre classement, des améliorations. OK. Donc voilà, donc ça c'est voilà, ça fait partie. Oui, mince. Et donc j'aurais dû décocher cette petite case, je me suis fait avoir. Voilà. Et donc on a l'étiquette d'affichage, et là je vais refaire la même chose. Voilà. Et puis classer, voilà, donc et qualité de l'éval, voilà. Donc c'est bien différencier le sens de la question et la question en elle-même. Voilà. Et une fois que j'ai préparé mes éléments, j'ai la possibilité après de, vous voyez, de pouvoir, donc après je vais revenir, donc là j'ai la partie réponse, si je remonte ici, je vais passer à ma page 2, et là je vais mettre la page de confirmation. Merci de votre réponse. Et là encore, on peut mettre un petit bloc image de la UFMF, par exemple, et puis un petit bloc de texte avec « Retrouvez-nous sur le site web » qui s'appelle Rendez-vous FM, directement. Et voilà. Et donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux ici cliquer pour ouvrir le questionnaire et tester directement mon affichage. Donc, je vais pouvoir chercher les éléments. Je vais faire Marc, Lamouret, Marc Atelier Digital. Voilà. Et puis après, je vais pouvoir mettre comment je perçois l'émission. L'animateur est vraiment formidable. Et puis là, vous voyez, j'ai la possibilité de mettre les informations dans l'ordre que je veux. D'accord? Et puis, j'ai plus qu'à faire envoyer. Et voilà, ma réponse est faite. D'accord? Donc ça, c'est quand même pratique. Et puis, ici, dans mes réponses, je vais pouvoir ici... ah oui, j'étais en mode test, donc du coup, j'avais pas de réponse. Mais ça me permet de pouvoir visualiser les différents éléments. Voilà un petit peu le principe de fonctionnement de Clarisse Studio. Et voilà, un outil qui est quand même assez pratique au quotidien et je dirais plutôt sympathique. Bon. Voilà pour aujourd'hui, et donc on va en profiter. Hop, j'arrive pour mon partage d'écran, et puis je vais réinviter mes invités. On va en profiter pour que vous vous présentiez pour les nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps.
j'en profite peut-être pour commencer par Vincent. Encore. Rapidement, qui tu es? Ouais. Bon, merci Marc pour cette petite démonstration. Voilà, je suis Vincent, je suis développeur depuis 94. J'en ai fait mon activité à part entière depuis 2000. J'ai créé 2 sociétés et la deuxième qui est là depuis 2017. Et on est 3 développeurs. On fait beaucoup de développement sur mesure. On n'a pas de produits édités. Et puis, on fait aussi des add-ons pour les gens qui sont en général des librairies JavaScript que l'on modifie et surtout sur lequel on rajoute une partie de code pour que les utilisateurs puissent paramétrer des options selon leur base de données. Donc voilà. Et la typologie de clientèle que tu as? Il n'y a pas tellement de typologie. Justement, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que on est avec des gens qui ont des métiers qu'on pourrait peut-être qualifier de atypiques. En fait, nos clients sont des entreprises qui n'intéressent pas les éditeurs parce que trop peu nombreuses ou avec une idée bien arrêtée de leur activité. Par exemple, j'ai souvent tendance à dire que éditer un CRM en faisant croire que c'est un produit sur mesure, c'est faux. Si la personne a quitté une entreprise pour en créer une autre, c'est qu'elle pense qu'elle est différente et qu'elle va proposer un autre type de service. Donc, le logiciel qui doit l'accompagner, il est forcément différent. Ou alors, si jamais il rentre dans le même moule, c'est qu'il bosse de la même manière. Alors, pourquoi il est parti de cette société? Enfin, bon, voilà. Après, je fais fi des problèmes humains. Voilà. Je pense que le logiciel, dans ma première société, notre slogan, c'était enfin un logiciel qui s'adapte à votre entreprise. Et pas l'inverse, parce que dans les années 90 et 2000, les logiciels, il fallait que les entreprises, elles rentrent dans le moule, sinon ça marchait pas, quoi. Oui. Donc, c'est tout l'intérêt d'une société comme la mienne, c'est d'écouter le client et de développer exactement ce qu'il veut. Il veut pas des boutons bleus, il veut des boutons roses ou violets. Des boutons roses ou violets. Alors ça paraît assez rédhibitoire, assez réducteur, pardon, de dire ça, mais voilà, pour une certaine ergonomie, la personne, le nom ou le prénom du client, du contact, soit en bas à droite, ça l'intéresse pas parce que c'est pas une information primordiale. Puis il préfère le téléphone en gros. Plein de choses qui vous viennent pas à l'esprit. Qui sont dans les process métiers, c'est ça qui est important, c'est d'être collé à la réalité du métier. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec Didier aujourd'hui, que tu as gentiment invité à nous rejoindre et à nous expliquer un petit peu toute la mise en œuvre qu'il y a eu au niveau de FileMaker. Comme il nous l'expliquait, je te laisse la parole, Didier. C'est quoi ParisTrip? C'est quoi comme activité? Qu'est-ce que vous proposez? Donc nous, c'est une société au départ de transport spécialisée dans le tourisme, où on accueille principalement de la clientèle étrangère pour faire visiter différents sites parisiens et un peu partout en France, les châteaux de la Loire, la Normandie, Fontainebleau, Bruges, Mont-Saint-Michel. C'est un peu tout ça. Voilà, et les emmener avec des chauffeurs qui ont une compétence de guide conférencier également. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent être amenés, en fonction des différents sites, à guider les clients dans leur langue pour faire visiter le château de Versailles ou le château de Chambord. Voilà. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément des cars de 150 personnes, mais au contraire, des structures assez souples et des petits groupes. Voilà, c'est du mini-groupe entre 8 et 18 clients maximum. On a eu plus grosse capacité, mais c'est un produit
qu'on laisse aujourd'hui à nos confrères pour des raisons de technicité en matière de transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est propriétaire de nos véhicules et avoir des grosses capacités de transport dans Paris, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui. Donc, c'est clair. On se spécialise plus sur du petit groupe jusqu'à 18 personnes environ. Ok, très bien. Et donc, ce que tu nous expliquais, c'est qu'en introduction, c'était que avant FileMaker, l'organisation de ton travail était faite 100% en comment ça s'appelle en Papier crayon. Papier, ouais, papier crayon. la gomme et le crayon. La gomme. C'est un gros consommateur de gomme. Oui, parce que du coup, quand il est arrivé avec une énorme feuille A3. Enfin, il y avait 2-3 feuilles A3, presque trouées à certains endroits. Et j'en ai marre de faire du papier, il me faut un logiciel. C'est ça, hein? Voilà. Pour exploiter l'ensemble des. Sachant qu'à l'époque, on travaillait. On commençait le matin nos excursions vers les plutôt. C'était 6h30 le matin. ouais. Et qu'on terminait avec l'ensemble des cabarets à 3h du matin. Donc j'avais une période d'exploitation de 6h30 à 2h30 du matin. Voilà. C'est quand même énorme. Un petit peu compliqué à gérer. Voilà. Et qu'avec le Covid, malheureusement, j'ai laissé tomber un petit peu la partie de nuit pour se consacrer que sur les excursions de jour. Ouais. Et donc, au départ, donc tu nous disais que tu connaissais un petit peu FileMaker, tu avais bricolé, et c'est un peu le cas de tous les utilisateurs, c'est que FileMaker, dans les années 2000, c'était le produit le plus accessible pour, voilà. pour accéder à de l'information, à organiser de l'information et à quitter Excel ou les choses comme ça. Ou voilà, c'était. Moi, je travaillais un petit peu sur 4D à l'époque. Ouais. Et quand FileMaker est sorti, j'ai dit oh, c'est génial, on gagne du temps. Déjà, on gagne du temps entre 4D et FileMaker. Et en fait, nous, on a écrit le cahier des charges pour créer l'exploitation de nos excursions, qui devait au départ ne servir qu'à l'exploitation pour essayer d'organiser nos excursions, visualiser combien on allait avoir de clients, etc. Au fur et à mesure, on a amélioré l'application, où aujourd'hui elle nous sert aussi d'outil de facturation, d'outils au niveau des ressources humaines, puisqu'elle nous gère l'ensemble des salaires des intervenants qu'on a au sein de la société. Puisque ils sont salariés de chez toi, ou tu fais justement appel à des freelances, à des personnes externes, et donc du coup il y a des salariés, et je peux avoir un certain nombre d'auto-entrepreneurs aussi au cas par cas et sur une période, sachant que j'ai une grosse activité saisonnière entre début mars et 31 octobre, et qu'entre mi-novembre, mis à part les périodes de fin d'année, et début mars, c'est une période beaucoup plus calme où j'ai beaucoup moins besoin de personnel. D'accord, ok. Et donc, du coup, ça gère tout ça. Ça sert aussi des contrats différents. Et donc, du coup, de calculer le nombre d'heures qu'ils font, le nombre d'interventions. Et au fur et à mesure, on améliore le logiciel en fonction des différents besoins ou des différentes formes que peut créer le marché aujourd'hui de l'emploi, de l'excursion, pour s'adapter au mieux au terrain. Et il n'existait pas une solution est-ce que tu avais regardé un peu ce qui existait à l'époque? Mais on est sur un domaine tellement spécifique que elle ne me permettait pas, et notamment en termes de facturation, elle ne me permettait pas de faire évoluer mes factures. C'est-à-dire que je suis dans un domaine et à la fois de transport. Alors je vais rentrer un peu dans du domaine technique. Le transport, c'est une TVA à 10.
Mais en même temps, j'ai une activité de service et de billetterie où j'ai une TVA à 20. Et en fait, sur l'ensemble des logiciels de transport qui existent, ils gèrent que de la TVA. Ils ne géraient que de la TVA à 10. Ils Ouais. n'arrivaient pas à gérer la TVA à 20. Et donc, du coup, on a dû développer l'outil spécifique avec FileMaker pour pouvoir intégrer et générer correctement mes factures. D'accord, oui, oui, non, mais on voit du coup l'intérêt là-dessus de, de fonctionner avec ça. Et donc, du coup, quel a été un peu le premier socle? Tu es arrivé avec tes pages A3, avec tes Voilà. plannings. C'est le premier socle que tu as demandé Le premier socle, à Vincent. c'est de dire, je voudrais reproduire mes pages A3, mais de façon informatique. Voilà. En ayant l'ensemble de mes commandes sur une journée, parce qu'au début, je partais sur une journée. Après, on a étendu ça. Ouais, je veux toutes mes commandes sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et au fur et à mesure, on a amélioré le système. Mais au départ, c'était déjà pour gérer ma journée et essayer de voir au mieux ce que j'avais sur mes journées, en ayant des spécificités sur l'exploitation du matin, l'exploitation de l'après-midi, l'exploitation de la nuit, et savoir combien ça me générait comme chiffre d'affaires le matin, l'après-midi, la soirée, voir ce qui était rentable, pas rentable. Et au fur et à mesure, en fait, on a fait progresser le logiciel de par la définition du cahier des charges, où je souhaitais avoir toutes ces fonctions déjà présentes. Oui. Alors, du coup, Vincent, comment toi, tu as vécu la mise en œuvre au départ Voilà, du je peux développement? répondre à Olivier là, qui pose une question, j'imagine, le planning sur l'année. En fait, non. La page A3, elle représentait une semaine sur quelques produits, puis il y avait plusieurs pages sur plusieurs produits. Et c'était ça aussi le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout une vision au-delà de la semaine, ou très peu. Ils avaient des classeurs où, bah tiens, ça c'est les commandes qui sont pour le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Et puis, arrivé une semaine avant, bah, ils cherchaient, c'était un peu classé quand même dans les classeurs, et puis hop, ils commençaient à crayonner les pages, donc ils n'avaient aucune visibilité. Aujourd'hui, Didier, il est capable de savoir ce qu'il va faire au mois de janvier. Bon, bien sûr, il va y avoir encore des commandes qui vont tomber, mais voilà, il prévoit et il est capable de dire quel intervenant, de quel intervenant il va avoir besoin et tout ça. Voilà, excuse-moi, j'ai juste recoupé sur la question d'Olivier, mais ta question à toi, Marc? Non, non, mais ma question justement, c'était quand toi, tu reçois un projet comme celui-là, c'est quoi un peu ta méthodologie dans l'organisation d'un projet? Quels sont un peu tes tips, tes conseils que tu peux donner aux no-codeurs qui se retrouvent aussi à devoir créer une application ex nihilo? Je ne sais pas si tu étais un spécialiste des agences de tourisme d'accueil comme ça. Non, on a Voilà. tout découvert, surtout au niveau de la facturation, parce que bon, une TVA à 10, une TVA à 20, ça paraît simple, sauf que en fait, il faut déduire les achats et machin, et à la fin, sur le tour que tu vends 100 euros, tu as tant d'achats, mais il y a de la TVA dessus, il faut l'intégrer et tout ça. Et après, la différence, c'est donc le travail de transporteur. Donc, juste cette différence-là est prise à 10%. Enfin, il y a quand même énormément de travail intermédiaire, et puis ça dépend s'il vend directement les tickets ou s'il fait de l'achat-revente. Enfin, voilà, tout ça est bon, un petit peu plus Et au cas par compliqué. cas. Et effectivement. C'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est foncez pas tête baissée. On a beaucoup discuté de l'avenir du logiciel avant de commencer, et on dit oui, ok, on va faire ça. Donc ça, au départ, ça nous paraissait simple, on ne savait pas qu'il y allait voir la facturation. Tout. Au départ, on doit gérer les choses, ok, il y a des ordres de mission, mais plusieurs commandes et tout. Mais on a beaucoup discuté de qu'est-ce qui allait arriver après. Bon alors, sauf que depuis plus de 15, 10, 14 ans maintenant, on ne savait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui,
les gens qui sont sur le terrain, ils ont le téléphone, ils mettent les infos, tiens, lui, il s'est pas présenté, tout ça directement sur le téléphone, la base de données est à jour instantanément. Il y a une énorme société qui produit un service pour pouvoir faire des sites internet génériques en marque blanche. Donc, les gros tourneurs du monde entier viennent choisir des produits sur cette plateforme, dont les nôtres, et puis les gens passent des commandes et mais 4 secondes plus tard, elle est déjà dans l'application et elle est déjà missionnée. Ça crée des ordres de mission tout seul. Il y a toute une partie de travail. Alors, c'est très intéressant l'exemple que tu donnes là-dessus. J'aimerais que tu nous expliques un peu plus en détail le Under the Wood, comment tu as fait derrière. Si j'ai compris, c'est que tu as une plateforme de réservation qui est internationale, où des opérateurs viennent… C'est un service qu'on paye. Voilà, exactement, c'est un service que vous payez. On enregistre nos produits sur cette plateforme. Ouais. Manuellement, ou tu pousses les informations depuis le FileMaker? Alors, à l'époque, lorsqu'on l'a fait, ça c'est un des gros prochains travaux, certainement. À l'époque, lorsqu'on l'a fait, l'API ne permettait pas, et structurellement, ce que proposait cette plateforme, ça ne convenait absolument pas à la structure, à l'organisation en place, et ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, leur API a été largement modifiée. Et donc, on va pouvoir reprendre ce chantier-là pour automatiser les choses. Mais bon, je ne sais plus s'il y a un avantage maintenant, parce que sur cette plateforme, tous les produits ont été créés. Puis après, une fois que le produit est créé, on fait des plannings. Donc, on dit, bah voilà, tel jour, on met des dates et on met un tarif. Donc, en fait, tout le travail sur cette plateforme est déjà fait. D'accord ? Ouais. Par la suite, on avait besoin de mettre des hooks, des crochets, enfin des événements à récupérer. Et alors, pour faire ça, on a écrit, du temps de l'Esterius, on avait écrit une API avec Lucie. Et donc, cette plateforme discute avec l'API, qui discute avec notre base de données, qui renvoie les informations à l'API et qui les retransforme pour aller sur la plateforme. Parce que on avait besoin d'un noyau entre les deux, vraiment. De communication, voilà, pour faire le dialogue entre les deux. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place, parce que vraiment, structurellement, là, les Australiens, ils n'étaient pas… en plus, c'est une solution australienne, donc il y avait un temps de décalage énorme où, quand on les interrogeait, nous, dans la journée, ils voyaient la question que quand nous, on allait se coucher, on avait la réponse le lendemain, mais le lendemain, voilà. Donc c'est vrai que ça temps pour avoir les bonnes informations au bon moment. Mais aujourd'hui, ça marche. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Parce que vous êtes plus que 3 au bureau alors que vous étiez 7 ou 8. Exactement. Voilà. Après, oui, quand même. C'est-à-dire que c'est involontaire. Hein. Oui. C'est involontaire. C'est-à-dire que avant le Covid, il y avait tout l'historique de ce qui s'était passé avant. Il y avait plein de gens pour tout ça. On a conservé beaucoup de ces gens-là parce que historiquement, ils étaient là et il y avait toujours du boulot. Période de Covid, tout est tombé. Et Didier a tenu la barque tout seul pendant presque 2 ans. Presque 2 ans, ouais. Parce qu'on avait automatisé à mort les choses, justement, à ce moment-là. Et puis maintenant, vous êtes quand même un peu plus, mais… Oui, ouais. Donc ça, c'est quand même… c'est un projet intéressant parce que, c'est un projet très intéressant. Et pour montrer un peu à tout le monde… Connect était encore dans les cartons. Oui, ça n'existait pas encore. Non. Et en fait, c'est un projet intéressant parce que, bien sûr, il y a le back-office et puis il y a le téléphone pour régler les présences ou pas de chacun des intervenants parce que ce sont des indépendants
pour beaucoup. Et on doit savoir quand est-ce qu'on peut disposer de ces gens-là pour faire tel ou tel tour, et s'il faut interroger un autre guide. On a les notes de frais qui sont également sur leur téléphone. On a au moment le matin où ils font l'appel à la montée dans le bus, lui il s'est pas présenté et tout parce que légalement il faut le savoir parce que après de pas oublier quelqu'un à l'hôtel ou un truc. Et puis surtout quand même ne pas se faire non payé par le tour opérateur qui a commandé le tour. Ouais, vous l'avez oublié. Je dis non, à 6h30, ils n'étaient pas là et on a des timestamps et des choses comme ça qui récupèrent. Alors, du coup, ça m'intéresse parce que ça paraît simple pour toi. Tu dis, je le mets sur le téléphone. Qu'est-ce que tu as utilisé pour pouvoir le mettre sur le téléphone? En fait, on a fait du web direct. Du web direct, d'accord, ok. On a fait un... Alors, explique peut-être pour les gens qui n'ont pas forcément, qui sont pas des aficionados de FileMaker, qu'est-ce que c'est que la solution web direct de FileMaker? En réalité, on a créé un nouveau fichier très spécifique qui était déconnecté de tout le reste, qui se connectait quand même aux data, mais on a fait des présentations spécifiques sur ce fichier-là dans FileMaker directement. Et donc, je réexplique ce que c'est que WebDirect. WebDirect, c'est la possibilité de pouvoir proposer une interface directement FileMaker dans un navigateur, sans autre développement. Et donc, j'ai ma solution, et du jour au lendemain, je peux l'ouvrir dans n'importe quel navigateur web, enfin pas n'importe quel, mais sur les navigateurs modernes. Ouais. Et à partir de là, je peux naviguer en toute sécurité là-dessus. Oui, avec quelques petites choses. Adaptations. Pas reproduites de la même manière et avec des impressions qui se transforment en PDF à télécharger. Enfin, il y a quand même quelques petites astuces et c'est pas. Oui, c'est 100% en FileMaker, mais il faut quand même s'adapter au fait que ça va être sur des navigateurs et voilà. Sinon, on a aussi un autre outil qui est directement en FileMaker, mais uniquement pour les e-bidules. Donc, uniquement dans la technologie Apple. On a FileMaker Go qui s'ouvre sur un téléphone, quel qu'il soit, ou sur un iPad, quel qu'il soit. Et on a d'autres petites choses qui sont en cours de dev sur ce genre de choses. Donc, en fait, on lit vraiment toutes les technologies qui sont à notre portée avec la plateforme Clarisse. Et quasiment tout, pas encore Connect. Ça va peut-être venir. Mais pas encore Connect, sinon toutes les autres technologies sont utilisées. Ouais, donc ça, c'est quand même c'est intéressant de voir la problématique au départ, de dire je conçois un outil qui était pour le desktop, pour s'aider à organiser, pour envoyer ses factures, et puis ce produit, il s'est ouvert vers les intervenants avec lesquels vous travaillez, avec les chauffeurs, avec les guides, etc. Et justement pour valider leur disponibilité, savoir comment on s'organise, tout ça de manière très interactive et pour terminer avec l'intégration des solutions natives dans le monde Apple de FileMaker, qu'est FileMaker Go, et qui est quand même un gros avantage parce que sur son iPhone ou sur son iPad, sans autre développement, on peut avoir une interface riche avec toutes les fonctionnalités avancées que l'on peut récupérer, alors que beaucoup d'outils no-code se contentent de ce qu'on appelle faire un wrapper, c'est-à-dire c'est un outil qui est un site web qui est habillé, encapsulé dans une pseudo-application. Mais derrière, on ne peut pas accéder au cœur des outils de navigation, par exemple comme le GPS, comme obtenir les informations RFID que l'on peut lire avec son smartphone ou avec sa tablette. Et là, on peut aller
assez loin, du coup, avec FileMaker sur cette intégration, et ça de manière native. Et pas besoin de recompiler. J'ai mon téléphone, j'ai d'un autre côté mon écran avec mon FileMaker de développement, et je fais ma modif, j'ai ma modif qui est instantanément disponible sur mon téléphone, et je la teste en live avec la taille du téléphone, du truc, du machin. C'est incroyable, non? La mise en production est extrêmement rapide, voilà. Et quand même, le plus gros avantage de l'outil FileMaker, moi, c'est cette capacité dont tu viens de parler, mais c'est aussi la rapidité de développement et la facilité de rajouter des petits modules ou des petites fonctionnalités vraiment très très rapidement. Les travaux du jour, c'est se mettre en conformité selon le nouveau décret qui va arriver au 1er janvier sur les gaz à effet de serre. Donc, on est en train de mettre en place aujourd'hui, par rapport aux véhicules, par rapport au nombre de gens qui sont transportés, par rapport aux tours, les kilomètres faits et tout ça, pour pouvoir afficher sur tous les documents, voilà, une personne. Le nombre de grammes de CO2 consommés. Voilà, exactement. Donc, c'est les travaux du jour. Ah ouais. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Didier, sur c'est quoi ces nouvelles contraintes légales? Les contraintes, c'est que l'information, elle devait exister depuis 2017, que le nouveau gouvernement a décidé de revoir sa copie, et aujourd'hui nous impose d'informer le client final du taux de CO2 qu'il va consommer lors de l'excursion. Ouais. Comme j'ai différentes excursions, forcément, quand je vais au château de la Loire ou sur les plages du département, le taux de CO2 par rapport à une excursion où je fais l'aller-retour à Versailles va pas être la même. L'impact va pas être le même. Ouais. Voilà. Donc, il fallait qu'on adapte ça pour donner cette information, sachant qu'à partir du 1er janvier, ils vont mettre en place le ministère des Transports des contrôles, et que sur une infraction, c'est 3 000 €. Voilà, ça fait mal. Voilà, donc on s'est dit, bon, on va dépenser les 3 000 € dans le développement de. Voilà. Oui, c'est clair. Ça ne va pas coûter 3 000 €. Hein. C'est quasiment terminé, il n'y a plus qu'à imprimer. J'ai dû négocier durement. Ouais. Très rapide, on a mis ça en place ce matin avant l'émission. Ah, carrément. Ça a été du producteur au consommateur, c'est-à-dire, ok, on s'y met et on y va. On a fait ça ce matin. Là, on va s'arrêter parce que c'est l'heure et on va aller manger. Parce qu'on a faim. Et puis, cet après-midi, on s'occupe de tous les modèles d'impression où l'information devra exister pour éventuellement, si un consommateur, un touriste demande, le chauffeur, le guide, aura l'information, il dira, voilà, vous allez vous consommer 20 kilos de CO2 aujourd'hui pour cette excursion. Ouais. Ça, c'est pour. Non, mais c'est intéressant de voir effectivement cette souplesse que d'autres produits n'ont pas forcément. Et ça reste, FileMaker, c'est, voilà, on a une contrainte, on a une idée, et entre le moment où on a cette contrainte et cette idée, et la mise en œuvre, vous voyez, une journée, globalement, va suffire. À peu près. Mais parler de cette application et de tout ce qu'elle fait, il me faudrait 2 ou 3 heures. Hein. Tu parles 14 ans de développement, et avec, sur les 5, 6, 7 dernières années, un jour par mois. Et c'est pas un jour où on se rencontre et on discute. Quand même, on discute beaucoup, mais c'est à chaque fois une nouveauté. C'est à chaque fois, par exemple, le musée du Louvre change sa façon de donner des tickets, le château de Versailles change sa politique, et il y a, mais c'est incroyable ce métier. Et s'adapter. Et on voit bien que une solution métier, une solution dédiée est vraiment nécessaire sur le type d'entreprise comme celle de Didier. Voilà. Si on t'enlève FileMaker, là, tu fais quoi? J'arrête de travailler dans le tourisme et dans le transport. Ouais. Alors tiens, j'ai une question intéressante. Vas-y, Didier, excuse-moi. On a un métier tellement spécifique, voilà, il fallait un outil spécifique pour pouvoir exploiter la société.
Et aujourd'hui, je ne saurais pas comment faire sans cet outil-là. Voilà, Oui, ça, c'est sûr. on le voit, c'est que du coup, au fur et à mesure, un maximum de processus ont été automatisés. Et finalement, c'était une de mes questions, c'était une solution qu'on fait évoluer, c'est un peu Sisyphe qui pousse sa pierre tout le temps, ou au contraire, c'est plutôt la notion d'une Formule 1 qu'on va régler au millimètre près et on veut toujours être plus performant et gagner en productivité et en efficacité. C'est tous les mois une nouvelle idée et l'amélioration d'une idée en place ou parce qu'il y a eu des modifications réglementaires ou des choses comme ça, donc on doit s'adapter. Et c'est tous les mois une nouvelle idée. Et comme on arrive toujours à solutionner et on se dit tiens, on pourrait faire ça comme ça cette fois, donc on cherche et on y arrive. Du coup, paf, il y a plein d'autres idées qui émergent. Et ah bah tiens, on pourrait peut-être améliorer telle chose, tiens, on pourrait peut-être, moi je fais un truc à côté, mais peut-être qu'on pourrait l'intégrer, on en discute, et puis après on dit bah ouais, bien sûr, on l'intègre. Avant Versailles, ils ont changé leur façon de faire. C'est que avant on payait pendant la période Covid, tout ça, on payait les tickets qu'on consommait, tout ça. Et mais maintenant ils sont revenus avant 2019, la même façon de gérer, c'est ouais, tu as pris un créneau, tu payes 8 tickets. Donc là maintenant on a inventé un espèce d'outil pour optimiser les groupes qui se déplacent, pour pas avoir à payer des places où on présente personne. Il n'y a personne. Le groupe d'à côté à 10 minutes près, il dégueulait de personne, quoi. Donc on essaye d'arranger les choses, tout ça. Donc c'est aussi économique. Plus que pratique, c'est surtout économique parce que là, avec cet outil-là, on a mis quoi, peut-être 2 jours à le faire, ou un peu plus. Mais enfin, je veux dire, ça, à la fin de l'année, ça représente des milliers d'euros économisés. Ah, c'est clair. Ouais. Dernière question qui était d'Olivier tout à l'heure sur justement la base de CO2 là. Comment les calculs ont été faits? Est-ce que vous avez utilisé l'API de DataGouv ou est-ce que vous avez été chercher comment vous avez constitué ces éléments? C'est très simple en fait. Les responsables donc du tourisme et tout ça nous ont donné des calculs qu'on a mis en place. Alors là, il y a rien d'extraordinaire. Là, on a des informations sur le véhicule, on a des informations sur le tour, tout ça, le nombre de kilomètres. Voilà, tout ça se retrouve sur un ordre de mission, on récupère les données et on fait les calculs. Je veux dire, c'est pas l'affaire du siècle, c'est juste le temps d'organiser, de remodifier les modèles, de récupérer les informations au concentrateur qui est l'ordre de mission, où c'est là où va y avoir les commandes, donc tous les touristes, donc le tour, le véhicule, le guide. C'est vraiment là où tout se retrouve. Et c'est là où on va faire le calcul pour pouvoir l'imprimer et le donner au truc. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une mise en conformité là. Réglementaire, oui, non, on voilà, est bien d'accord. C'est un dev, doit y avoir 3 multiplications, une division. Enfin, c'est pas. Voilà. Alors, comment ils vont savoir si on donne les bons chiffres? C'est que malgré tout, on va être obligé en cas de contrôle, de pouvoir démontrer la façon dont sont faits nos calculs. Oui. Donc, dans chaque véhicule, pour chaque excursion, alors, il faut comprendre une chose, c'est que sur mes véhicules de 8 places, quand je vais partir au mois de mai, je ne sais pas combien de clients je vais avoir jusqu'au moment du départ. C'est-à-dire que aujourd'hui, mes réservations, elles tombent jusqu'à 15, voire 30 minutes avant le départ. Ah, carrément. Donc, pour calculer mon taux de CO2, j'ai pris une méthode où, en fait, je dis que c'est une méthode spécifique qui m'a été donnée par la Fédération française des transports de voyageurs, sur lequel, moi, je vais donner l'information par les clients que j'ai vraiment dans le véhicule. Donc, l'information, je ne peux pas la donner avant le départ, je peux la donner qu'au moment où je vais imprimer mon ordre de mission pour partir avec mes clients. Ah oui. Donc, dans chaque véhicule, je vais être obligé de mettre un petit cahier où, pour chaque excursion, j'indique la méthode de calcul et il faut que je détaille
nombre de kilomètres entre le point de départ de mon garage jusqu'au retour de mon garage, en détaillant au mieux. Le plus possible. Et comme le dit Olivier, c'est ce qui compte, et c'est un peu le même principe avec le RGPD, ce qui compte, c'est le sens de la preuve, c'est-à-dire je me mets en conformité avec une méthodologie qui est conforme au conseil qui a été établi, et à partir de là, même si de toute façon c'est un calcul théorique réellement, puisque tu mets pas une sonde derrière le pot d'échappement pour voir qu'est-ce qui s'échappe. Non, mais on a récupéré les données constructeurs des véhicules, parce que ça, on ne peut pas les inventer. Et puis, il y a une quatrième version possible du mode de calcul qui est donné par la FFTV, c'est le réel. Donc là, ça veut dire que il va falloir qu'on fasse une moyenne de X fois 7 excursions. Et puis donc, ça va dire, oui, Michelin nous dit que c'est 584 km. Et puis peut-être que dans 6 mois, quand on aura fini d'analyser toutes ces excursions qu'il y a eu, eh ben, on va être à plus ou moins 10 km sur le vrai truc, et puis on va faire une moyenne de la consommation d'essence, il va falloir compter est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est l'été, enfin bon voilà. Là pour le moment c'est une mise en place théorique. Après c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Voilà. Oui, c'est pas non plus hyper compliqué, mais après il va falloir analyser les données, récolter en fait toutes les données de toutes ces excursions là, et puis après on passera au réel niveau 4 quoi. Mais bon, pour le moment, la législation fait que niveau 1, 2, 3, on peut faire un peu comme on veut. Donc ça va. Ok. Bon, et ben en tout cas, on a fait un grand tour aujourd'hui. Je dirais merci en tout cas de ces échanges et de montrer un petit peu les conditions très différentes qu'on a utilisé cette plateforme FileMaker. Et qui, je le pense, c'est pour ça que je fais aussi cette émission, c'est de montrer que il y a effectivement des nouveaux outils qui arrivent sur le marché, mais FileMaker est pas prêt de s'arrêter. Il y a une base installée qui est très importante. 8 ans encore. On voit bien, voilà, c'est ça. On voit bien qu'il y a de bases installées. Il y a beaucoup d'entreprises qu'on n'imagine pas qui ont tout leur business qui tourne grâce à FileMaker avec une précision et c'est vrai un côté d'horloge où ça tombe quand c'est bien fait, ça tombe jamais en panne et on a toujours les bonnes infos, bons en bons. J'ai des clients où FileMaker n'est que dans l'atelier, que pour de la pure prod, parce que ce qui fait les devis, la CRM et tout ça, c'est un autre logiciel. On discute avec lui, il nous envoie les commandes, et puis nous, donc, on suit la traçabilité de la fabrication des câbles pour les thermoplongeurs, machin, tout ça. On arrive, à chaque poste, il y a un lecteur de code barre pour savoir où est l'appareil qu'on est en train de fabriquer. Une fois que ça arrive, hop, on pilote directement la machine laser qui va graver les numéros de série et toutes les informations sur l'appareil. Après, on pilote l'automate qui va envoyer des milliers de volts et tout ça pour faire des tests sur l'appareil. Et après, avec une liaison RS-232, voilà, on commande la balance pour pouvoir peser combien l'emballage pèse. On numérote les cartons. Après, ça va sur des palettes et tout ça est connu. Et après, est renvoyé au logiciel de gestion, qui lui imprime le BL avec toutes les infos. Si vous voulez cette pièce-là, il est dans tel carton sur telle palette, et tout ça a été géré dans FileMaker, mais en fait, la liaison client, BL, facture, devis, commande, AR et tout ça, c'est pas du tout FileMaker. Là, on gère que la prod, que la production. Et comme quoi, c'est une utilisation un peu étonnante de FileMaker. C'est une utilisation purement métier, parce que là, il n'y a personne, absolument aucun logiciel n'est capable de faire ce qu'on fait. Impossible. Oui, en plus parce que c'est un secteur très vertical. Et quand on commande tel ou tel produit, il y a des schémas de câblage, hop, ça sort automatiquement, et il y a des petites imprimantes à étiquettes sur tous les postes, et puis hop, le bureau a saisi une commande, bon, celle-là, elle est validée, t'as toutes les machines qui sortent des étiquettes, chacun sait ce qu'il va avoir à faire et tout.
Ah non, mais voilà, ça, il n'y a pas de logiciel tout fait qui puisse gérer ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un bon outil. Bon. Merci Vincent, merci Didier. Bon, il y avait personne derrière, donc bon voilà, on était emportés avec l'euphorie. Mais en tout cas, merci de cet échange. Pendant une journée. Hein. Merci en tout cas beaucoup de ce partage qui est toujours très instructif et qui donne aussi une vision de la méthodologie d'agile, d'agilité là-dessus. Et ça, voilà, c'est très bien. Effectivement, Frais-moi 51, bonne fête, effectivement. Bonne année. Voilà, une bonne année. Et ben, effectivement, moi aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve le 2e mercredi, là. On reprend nos activités classiques. On se retrouvera le 2e mercredi du mois de janvier. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.